La chose, c'est qu'on continue de raconter des contre-vérités. Prenons le temps de regarder le deuxième document, vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire. Le deuxième document, ça se passe au Brésil. On y va. Quelque part dans l'état du Piauí, au fin fond du nord-est brésilien, Niette Guidon, ancien professeur de l'école des hautes études en sciences sociales, archéologue franco-brésilienne de renommée internationale, découvre dans les années 70 ce qui deviendra l'un des plus grands parcs de peinture rupestre au monde. L'histoire débute ici, dans cet abri sous roche, avec la découverte de ces étranges peintures de style inconnu. C'était la première fois que je voyais ça. Et donc, il fallait savoir quand est-ce que ces peintures avaient été faites et qui les avait faites. Et en cherchant à savoir qui étaient les auteurs de ces œuvres, Niette Guidon était loin de se douter qu'elle allait révolutionner l'histoire du premier peuplement de l'Amérique et découvrir que certaines d'entre elles sont peut-être les plus anciennes de l'humanité. C'est près de la ville de São Raimundo Nonato, à plus de 1000 km de Recife, dans un parc de 130 000 hectares, que se situent ces peintures mystérieuses. Missionnée par la France, Niette Guidon arrive en 1978 sur le site de la Pedra Furada, la roche percée. Sur la paroi de grès s'étirent devant elle de curieuses bandes dessinées. C'était il y a 30 ans, et à cette époque, elle était loin de se douter que cette découverte serait le début d'une formidable aventure qui allait révolutionner le monde de l'archéologie. Âgée aujourd'hui de 75 ans, Niette Guidon ne se lasse pas de nous raconter la folle histoire de la Pedra Furada. Donc des chercheurs qui ont bien été missionnés par la France pour effectuer ces fouilles. Voilà, depuis 1978. Alors, là, il y a quelque chose de très étrange. Alors, pourquoi il y a quelque chose d'étrange là-dessus? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on vous dit que les hommes sont passés par le détroit de Bering et ont peuplé l'Amérique aux alentours de 18 000. Pedra Furada, nous sommes à moins 40 000 selon la datation de la France. Donc, c'est le CEA, le Commissariat atomique à Gif-sur-Yvette. Mais les Australiens ont utilisé une méthode beaucoup plus sophistiquée, le potassium-argon, et la date qui a été trouvée est celle de 60 000. Donc ce qui fait que 40 000 ans avant les Indiens, la population noire n'était pas au bord des côtes, parce que les gens plaisantent beaucoup avec les faits. Vous avez vu que nous sommes à l'intérieur des terres du Brésil. D'accord? Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais savez-vous que les Indiens, les Amérindiens, disent clairement que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Hein. C'est-à-dire que vous avez des documents où les Amérindiens le disent clairement. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même... Il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée. Donc tout ça, il y a quand même des chercheurs au Mexique. Vous voyez, il y a quand même des chercheurs au Brésil. Mais quel est le problème? Parce que je vais répondre à la question de la dame de tout à l'heure. Vous savez que lorsque j'ai fait le FESMAN, puisqu'il y a eu une commission scientifique qui a été organisée durant le FESMAN, donc des chercheurs internationaux sont venus et justement, donc on m'a demandé d'être présent et donc j'ai fait partie de cette commission scientifique. J'étais avec les représentants du Brésil, et donc qui sont d'ascendance européenne pour la plupart, et il y avait un monsieur qui était d'ascendance africaine.
Alors je lui dis, mais est-ce que vous savez que les premiers habitants du Brésil, c'était les Africains? Et tout de suite, j'ai vu une espèce de oh-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce comportement-là m'a beaucoup intrigué. Et j'ai commencé à chercher, mais pourquoi? C'est un sujet que vous ne pouvez que difficilement aborder avec des ressortissants, que ce soit du Honduras, du Pérou et autres. Parce que le problème est démographique. On va l'expliquer très simplement. Il faut que vous sachiez que la variété d'ascendance européenne est en chute démographique. C'est-à-dire qu'ils font de moins en moins d'enfants. Et comme les revendications de la population africaine, qui, elle, est en explosion démographique, donc posent des problématiques lorsqu'il y a les élections. Parce qu'on voit bien que toute la problématique des élections aux États-Unis avec Trump, on se dit, même si le président est atteint de cécité mentale, ce qui est important, c'est qu'il soit blanc. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce qu'on sait qu'en face, de toute façon, c'est la der des der. Et on le voit avec le parti d'en face. C'est-à-dire, soit vous mettez Madame Obama, ou soit vous mettez la jeune femme qui veut mettre vice-présidente des États-Unis. Donc, de toute façon, je dirais, les carottes sont cuites. Donc, pour bloquer les velléités des Noirs brésiliens sur ces questions, est-ce que vous avez vu que le musée où il y avait les preuves archéologiques de la présence africaine au Brésil a brûlé? C'est-à-dire tous les... Mais ce qui est grave, c'est qu'ils avaient demandé aux chefs amérindiens de ramener les pièces les plus rares au musée. Exactement. D'accord? Et ils ont brûlé le musée avec les pièces des Amérindiens et ils ont brûlé le musée avec les pièces les plus anciennes. Tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. C'est dingue. Vous voyez? Et ça se fait pas. Hein, ça, c'est vraiment une problématique qui est quand même relativement sérieuse à ce niveau-là. Alors, une question qu'on va se poser, c'est comment finalement les Africains ont peuplé l'Amérique? Est-ce qu'ils naviguaient déjà? Grande interrogation. La chose, c'est que moi, pour avoir participé à des débats sur ce genre de choses-là, je pense que les gens qui s'opposent à la présence africaine ont un problème mental. Carrément. Pourquoi je dis qu'ils ont un problème mental? Parce que soit ils prennent des gens qu'ils ont en face d'eux pour des débiles, soit ils ont des neurones qui sont, en perte d'activité. Parce que, pourquoi je dis ça? Je vais vous dire une chose qui est très simple. Tout le monde sait que lorsque Christophe Colomb devait faire la traversée, il a bénéficié de l'expertise des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que vous savez Kanka Moussa, quand il est parti donc, au Caire et ensuite à la Mecque, pour donc tout simplement faire valoir ses intérêts commerciaux, puisqu'on parle toujours de Berlin. Non, c'est le chef d'un royaume qui veut rentrer dans le circuit mondial des transactions. C'était l'un des hommes les plus riches du monde. C'était l'homme le plus riche du monde d'ailleurs. Hein. Bon, donc il se dit, mais attends, je suis l'homme du plus riche du monde, s'il y a un commerce mondial, je dois quand même être à la tête de ce commerce mondial. Ce qui est, je dirais, au demeurant explicite. Bon. Mais l'erreur qu'il va commettre, c'est de dire que le souverain qui était là avant lui, c'est-à-dire son frère, est parti avec une flotte de 2000 marins en direction de l'Amérique. D'accord. Et ce qui est, je dirais, relativement problématique, c'est que les Arabes étaient dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire qu'ils occupaient l'Espagne à l'époque. Et donc, du coup, ça va tout simplement déferler, cette information va déferler dans le monde arabe. Et quand les Catalans vont réaliser la carte du monde, où ils vont représenter le roi, donc malien, à la tête de son empire, assis sur un trône d'or, avec un sceptre d'or, une couronne d'or et un globe d'or, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un bateau, donc un grand bateau, qui est orienté vers l'Amérique. Or, à cette époque-là, on sait très bien que les Arabes ne sont pas venus au Mali par bateau. Et les Européens ne sont pas encore arrivés. Parce que les Européens, les Portugais arrivent en 1441. Là, on est en 1300. Donc, c'est pas possible que le bateau soit un bateau européen. Vous voyez l'affaire? Donc, c'est-à-dire, même sur le document catalan, on voit que la présence du bateau montre que les Européens ont reçu cette information qui a été tout simplement ébruitée par Kanka Moussa. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tout simplement exploité ce courant qu'on appelle aujourd'hui le Gulf Stream. Et vous serez surpris de voir que n'importe quel Européen peut partir même avec un canoë-kayak et traverser l'Atlantique. Parce que vous avez, Alain Bombard l'a fait en bateau pneumatique, il y en a un autre qui l'a fait en tonneau, il y en a un autre qui l'a fait, il y a trois personnes qui ont fait à la rame. Enfin, je dirais, c'est tout le temps que nous avons des gens qui arrivent soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit notamment à la Barbade ou à Trinidad, et qui ont traversé l'Atlantique, je dirais, avec des moyens de fortune, exact. Sans boussole, sans voile, sans même gouvernail, sans rien, et ils arrivent chez nous.
Donc, la chose, c'est qu'il faut arrêter de raconter quand même des histoires d'hommes debout, parce que vous tapez sur Internet, vous n'avez que ça. Bon, donc ça, c'est important de le souligner. Mais ce qu'il y a de relativement grave dans toute cette affaire, c'est de voir que comment voulez-vous, et je pense que c'est l'une des plus grandes escroqueries de l'historiographie relative à l'humanité. Tout le monde sait que les groupes humains se sont séparés en deux en raison des climats. Il y a eu les nomades, qui étaient des gens qui parcouraient des distances tous les jours et qui n'avaient pas de domicile fixe. D'accord ? Donc ça, ce sont les Sémites et les Indo-Européens. Et il y a eu les sédentaires qui pratiquaient l'agriculture, qui sont les Africains, qui étaient partout jusqu'au Japon. D'accord ? Tout le monde sait que les nomades, quand ils ont besoin de se fixer, l'agriculture, c'est quelque chose qui prend plusieurs mois. Vous êtes obligé de vous fixer là où il y a des sédentaires. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les villes existaient depuis l'époque où il y avait des sédentaires. Parce qu'il y a une chose que peu de personnes d'ascendance africaine savent, c'est que la ville fait l'objet d'un rituel. Et j'ai vu Pathé Diane commencer à aborder cette question dans Tarana. C'est-à-dire que la constitution d'une ville, ça fait partie d'un rituel. C'est pour ça que la ville de Londres, la ville de Paris, les grandes villes même en Amérique du Sud existaient avant l'arrivée des Amérindiens. Parce que le nomade ne sait pas faire le rituel de constitution d'une ville. Le nomade ne sait pas comment orienter sa ville. C'est parce qu'il a vu des sédentaires orienter sa ville selon des points stratégiques. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un puits d'eau. Il faut que toute une série de choses soient réunies. Il faut juger à l'époque, c'était l'énergie de la Terre, parce que vous n'allez pas vous installer là où la Terre a des déficits énergétiques. L'exposition au soleil. L'exposition au soleil, toutes ces choses-là. Que le nomade, lui, c'est pas son problème. Parce que lui, il sait qu'il met, comme les Amérindiens, il installe une tente et il va dormir la nuit. Voilà. Alors, la chose qu'on essaye de nous faire gaver aujourd'hui, c'est qu'un Amérindien qui est sorti du Canada aux États-Unis sous un tipi va faire de la pierre taillée, construire une pyramide et l'orienter selon les 4 points cardinaux, sans nous dire quelle est l'université d'architecture et de construction massive que cet individu a fait. Mais il n'y a aucun Amérindien qui va vous dire que c'est lui qui a fait ça. Parce que le gars n'est pas fou. Il faut savoir que nous discutons quand même avec des gens. Donc, tout le monde dit qu'il y a une population noire qu'on appelle les Olmecs, qui est directement venue d'Afrique avec cette technologie. Et c'est ce que dit l'article de Ça m'intéresse. L'article de Ça m'intéresse dit qu'il y a des Noirs aux alentours de 800, donc il dit c'est notamment ceux de la 25e dynastie, qui sont venus avec un savoir technologique, qui ont essaimé, voyez-vous, et je vais vous dire une chose, c'est pas le seul endroit où ils ont essaimé, c'est le seul endroit dont on parle, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir qui sont au-delà du réel, voyez. Mais toujours est-il qu'ils ont essaimé là, et ils ont commencé tout simplement à bâtir des éléments, y compris de culture, que Yvan Fertima a montré que la cérémonie, par exemple, du défunt de l'ouverture de la bouche en Égypte est la même cérémonie représentée sur les murs des pyramides en Amérique du Sud. Et il a montré plein d'éléments comme ça. Donc c'est pour ça que, je dirais, sur le principe, c'est important de voir ça. Mais est-ce qu'on peut voir On va passer du côté du téléphone. Oui, s'il y a quelqu'un au téléphone. Oui, totalement. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Pigeon. Nous là. Pigeon au monde, l'ami du monde. Ah, pas nous qui là, alors. Oui, totalement. Alors, parlez bas nous, l'ami du monde. Hein? Parlez bas nous. Bon, je vais parler, vous savez, ça connaît bien, ça veut un peuple qui l'esprit est aussi élevé, parce que nous, les frères africains qui plaident l'histoire, parce que ça, oui, c'est un peuple qui a toute sa richesse. Et quand vous cachez le peuple à toute richesse et toute trésor et toute valeur, et quand vous avez un problème qui a dit, et je crois que ça des crimes contre l'humanité, autrement que vous ne pas penser, parce que là où vous l'histoire, en fait, c'est qu'on voulait le peuple tout vivant, quoi. Et c'est ça qui arrive à nous, parce que on ne peut pas comprendre toute sa richesse qui n'a pas, mais surtout nous en Guadeloupe, parce que nous n'avons pas fait métaphore, nous n'avons pas mis en Guadeloupe, et la diversité là, nous n'avons pas mis en nous là, la richesse là, la valeur là, nous n'avons pas mis en nous là, et que là, on ne peut pas connaître la valeur, on ne peut pas comprendre la vie, et pas contrôler la richesse là, mais là, je parle le langage les autres, qui sont les autres, mais les autres, même qui comprennent la diversité là, ça, pas contrôler, pas contre tout ça, nous n'avons pas mis en nous là, parce que
puis on était arrivé là, on était fait arriver là pour faire vous-même humilier. Parce que peuple, nous sommes peuple qui est capable de la vie, capable de la science, capable de la connaissance divine, du sacré. Et que pour monter élevé à niveau là, ça fait une connexion avec tout ça que la nature créée avec, une connexion, c'est créer la vie, c'est créer le vent, c'est créer le soleil, c'est créer toute divinité là, ça qui entoure pour payer émanciper de ça, il y a pour jouer dans l'école. Parce que pour jouer là, ça minime, ça pas la vie. Ça c'est à l'école là, escroquerie, même mendiant pour apprendre à plus de monde. Mais le secret de l'école là, la vie même que nous, peut pas nous laisser dans nous, qui est toujours pratiqué, qui est toujours fait nous comprendre, et que c'est ça qui est en dit dans nous, que nous ne veut pas que nous développer, et que si nous développons ça entre nous les frères, c'est un continent entre la Dominique, entre la Caraïbe même, nous mettons ça en pratique. Vous-même, vous pouvez engager dans la ville que nous sommes là, même parce que vous-même pas éduqué à comprendre la force que nous sommes là. Parce que ça dépend de nous qui peut comprendre. Chaque grain à boire et chaque terre, chaque bout de terre, nous sommes en Guadeloupe, sans richesse, sans divinité que nous sommes. Il ne faut pas nous laisser mais à les autres. Parce que peuple en nous qui vivent, qui comprennent richesse et pas l'émancipation à la richesse là, ça, il ne pas laisser tomber. Et tout ça, il fait, mon qui a été fait dans l'humanité, c'est grâce à eux. Parce que si nous-mêmes, qui un pays là pas été comprendre ça, ou nous tous des qualités des autres, nous qualités des autres, pour nous faire avancer ensemble, parce que petit à nous mener message bon, il faut nous arriver à comprendre, nous poser en tête dans nous, pour nous faire comprendre que nous avons richesse, nous avons des gens qui sont capables de comprendre que ça ne peut pas comprendre avant. C'est important pour nous faire s'entendre dans nous, pour nous faire suivre le combat là, et comprendre ça pour la vie faire passer. Parce que si nous ne comprenons pas, nous créons des difficultés, ça ira pas dans le monde là. Totalement. C'est une chose que nous sommes, et que ne peut pas nous laisser pour nous, c'est la vie. Et c'est tout ce qui appartient à la vie, parce que la vie en parle l'homme. La vie, c'est sociaux, c'est miel, c'est tout qui tient à trouver la vie. Tout ça sacré. Parce que si nous ne prenons pas grandeur et connaissance à ça, l'esprit en nous-mêmes pas grandi. Parce que chaque pied, on peut mettre sur la terre, peut mettre bouillard, peut mettre mango, peut ajouter n'importe quoi, l'école qui est là. Parce que vous ne pouvez pas mettre au grand pied, bon, en bouillard, c'est certainement qu'on peut venir écrire. C'est sans l'école. En mango, vous pouvez même écrire science. Vous comprenez, chaque pied, et l'école, c'est le but là, ça, peut pas nous déconnecter. Totalement. Alors, si nous, c'est métier, nous cassons métier à partir de nous, dégager, éclairer les frères aussi, parce que c'est important pour nous, parce que peuple a pleuré, peuple a traîné, et ça belle, et on va connaître un peu plus de force, parce qu'on connaît qu'il faut ça. Totalement. Mais quand nous avons dit l'école là, il a au monde, les frères, à la télé connaître vous, mais les frères, les jeunes qui ont la rue là, bien aussi, parce que dans l'école qui ont la rue là, peuple qui attend vous, parce que vous connaissez, vous avez découvert ça là, parce que c'est grâce à vous et les autres que nous pouvons avancer dans le pays là, parce que sans autres, sans nous, nous pouvons avancer. Ma case de continuer et je vais aller sur le force et combat peuple et l'esprit, nous va continuer. Il ne faut pas nous rendre l'espoir peuple nous parce que jamais. Ça permet nous de diviser entre la Caraïbe. Nous battons Valais, nous baillons force de toute l'histoire, tout l'égoïsme, nous refroidissons, nous qui à côté, nous dans le langage. Je dis, je ne parler anglais, espagnol, toute qualité de langue, ça dans l'école, il va nous dans l'école là avec des frères qui à côté. Ça sent honte que pour nous n'y parler pour nous parler avec nous. Ça sent honte pour nous garder nous des jours. Et c'est pas normal que nous avons fait que nous avons dominé et frères nous avons créé qu'avec eux, nous avons une sorte d'immense culture à développer ensemble parce que connaissance pas qu'à vivre tout seul. Effectivement. Si nous fusionnons ensemble, nous sommes Merci. plus forts. Et c'est ça pour nous faire dans la Caraïbe parce que c'est Africa qui l'a. Parce que Africa, c'est le berceau de l'humanité. On ne peut pas vivre sans lui, on ne peut pas avancer sans lui. Merci beaucoup, l'ami. Merci, mon très cher Kaberet. Et nous gardons samedi, tout le monde qui écoute, nous ne pouvons pas écouter la voix. Aller à la place là pour tout le monde comprendre que c'est le même combat là nous va mener. D'accord. Merci beaucoup à l'ami Merci. du monde. Non, il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que toute force qui va dans un sens a une force contraire qui veut l'emmener dans l'autre sens. D'accord ? Je pense qu'il faut comprendre comment l'univers s'est formé. Parce que moi, c'est vraiment en m'intéressant à la cosmologie, en écrivant les ouvrages Cosmogénèse Kamite, que j'ai vu que s'il n'y a pas d'opposition, nous sommes dans un modèle qui est voué à ne même pas apparaître. C'est-à-dire la chose apparaît parce qu'il y a opposition. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle la nature humaine. On ne peut pas, je dirais, faire comme s'il n'y a pas la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a des bons penchants comme il y a des mauvais penchants. C'est vrai que depuis 500 ans, nous sommes confrontés à des mauvais penchants. Mais nous sommes, nous, appelés à faire émerger de bons penchants. Ce n'est pas parce qu'en face, ils veulent aller dans ce qui est de l'ordre du colonialisme qu'on est obligé de les suivre. La chose, c'est qu'on peut s'organiser. Mais il y a une chose qu'il faut par-dessus tout, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, parce qu'il faut savoir que
Ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'Amérindien, aujourd'hui, sa connaissance vient de l'Afrique. On le voit au niveau de la langue, on le voit, on verra au niveau du lexique terminologique, la toponymie. Parce que la toponymie, il faut voir que les spécialistes en archéologie linguistique ont montré que les grandes villes du Canada, de l'Amérique et aussi de l'Amérique du Sud, les noms sont africains. Et on aura l'occasion de le voir avec Pathé Diagne. Et ça, c'est important de souligner. Est-ce qu'on a le temps de voir le document de Lysia? On va clore justement avec le troisième voilà, c'est document. ça. Comme ça nous permettra au moins de le commenter. Voilà, de le commenter rapidement. On part pour le troisième document. Le troisième document sur Lucie. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Ça me fait un peu penser à la découverte de l'ancêtre des Anglais. Voilà. On est sur le même schéma. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'à partir du crâne, ils ont pu reconstituer ce premier Anglais noir. Vous voyez? Et la chose, c'est qu'à partir du crâne, donc de ce, vous dites c'est vraiment le plus ancien crâne, on peut reconstituer et avoir même les éléments de l'ADN. Moi, je me suis procuré l'étude. Et il y a des choses qui sont choquantes. C'est plus d'une centaine de crânes et de squelettes intacts qui ont été trouvés. Sur une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un peu comme si ils avaient créé une ville qui était de la taille de New York, à l'intérieur du Brésil. Et on a fait les prélèvements d'ADN et on sait précisément d'où ces gens viennent d'Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant entre la médiatisation d'une découverte. Bon, vous vous contentez de ceux que vous avez dans l'article de presse sans être allé acheter les éléments de fouille, mais quand vous allez chercher les fouilles archéologiques, vous découvrez qu'en fait, on vous a caché beaucoup d'informations. Une omerta sur l'histoire. Beaucoup d'informations. Donc, c'est là où on voit véritablement qu'il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ce qui se pose, c'est le peuplement de nos régions. Vous savez, le professeur Jean Mazel, qui a écrit un ouvrage qui est Présence du monde noir, puisqu'on parle toujours d'Ivan van Sertima pour Ils étaient là avant Colomb, mais il y a ce professeur Jean Mazel qui est un Français, qui a écrit Présence du monde noir, dans lequel il donne beaucoup d'éléments sur le peuplement africain, donc de l'Amérique et aussi de la Caraïbe. Et lui-même est venu avec une batterie de documents voir Aimé Césaire, et il a laissé à Aimé Césaire ces documents. Que sont devenus ces documents-là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il expliquait, entre autres, à Aimé Césaire que Bakary de Souverain, donc du Mali, quand il est venu donc en 1312, donc il est arrivé avec sa flotte de 2000 personnes, c'est évident qu'il a essaimé en Guadeloupe, en Martinique, partout. Et c'est évident que ces gens-là ne sont pas venus qu'une seule fois. Lorsque Christophe Colomb est arrivé donc en Haïti à Hispaniola, les Amérindiens lui ont dit, bon, on a l'habitude de voir des... C'est-à-dire, on vous fait croire que ces gens-là ont vu, les seuls bateaux qu'ils ont vus, c'est ceux de Christophe Colomb, alors que toutes les semaines, ils valaient des bateaux africains. Mais bien sûr. Et donc, Christophe Colomb a pris de l'or. Il a dit, mais c'est quoi ça? Ça s'appelle Ganin. Et le Ganin en question, c'est le nom de l'or sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest.
Donc quand ils ont fait les éléments d'analyse et d'expertise, ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait affaire à de l'or qui venait d'Afrique. Et ils avaient des objets fabriqués avec des métaux africains. Sans compter l'igname, ziam, niam, yam, où le professeur Mazel a retracé la trajectoire de l'igname jusqu'en Amérique du Sud, en passant par la Caraïbe, en disant mais vous appelez l'igname ziam. L'autre c'est niam, l'autre c'est yam. Mais c'est évident que yam, ziam, niam, mais c'est la même famille, c'est le même item. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc c'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de preuves scientifiques, archéologiques et autres, sans compter le testament des experts amérindiens qui sont des professeurs d'université, qui sont aussi des directeurs de musées, qui vous disent mais non, les têtes Olmec, c'est pas nous. Ce sont des Africains qui étaient venus ici pour apporter les éléments de la civilisation. Et les Mayas, Incas, ce sont les enfants de ces gens qui ont récupéré ces savoirs et qui ont finalement donné naissance à ces civilisations que le Portugal a détruites après quand ils sont venus organiser la colonisation. Mais il ne faut pas essayer de raconter des trucs comme si la communauté noire aujourd'hui n'a pas d'éléments d'expertise et n'est pas capable de voir quand il y a de la fourberie dans un récit historiographique. Il faut être quand même un petit peu sérieux. C'est vrai que les peuples européens reconnaissent la C'est-à-dire que falsification de l'histoire. la chose, c'est que qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent, pas mon problème. La chose, c'est que quand on est dans un débat, comme j'ai demandé à l'UNESCO, qu'il y ait un débat scientifique sur la question et que tous ceux qui veulent venir parler, parlent. Parce qu'on sait que quand tu n'as pas d'argument, tu n'as pas d'argument. On va faire quoi? On va brûler toutes les preuves comme on a brûlé le crâne de Lucie? Quand même, il faut être quand même un peu sérieux. Il faut se calmer. Merci en tout cas, Monsieur Motonde, d'être venu sur ce plateau ce soir. On se retrouve certainement la semaine prochaine si vous avez du temps de disponible à nous consacrer. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le jeudi anthropologie, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Bisous.